Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. La politique fédérale est toujours au cœur de l'actualité. Alors, pour nous en parler, je reçois le député fédéral du Bloc québécois en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. Monsieur Sébastien, bonsoir. Bonsoir Gaby, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est toujours un grand honneur que de vous recevoir. Moi, j'aime ça recevoir les députés. Il y en a qui veulent venir, il y en a qui veulent pas venir. Mais écoute, ça, c'est il y en a un qui choix. peuvent pas venir non plus, hein? Puis ça aussi, ça se questionne. C'est peut-être pas un choix, mais une liberté, là, tu sais. On s'en parlera à micro fermé, si vous me permettez. Monsieur Sébastien, j'ai ici un communiqué, puis c'est tout chaud sorti. Ce sont les attentes du Bloc québécois pour la mise à jour économique du gouvernement Trudeau, sorti dans la semaine du 13 novembre dernier. Les attentes pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, on parle de Abitibi, Baie-James, Nunavut et You, les attentes sont importantes et puis j'aimerais qu'on les regarde une à une parce qu'elles sont, comme je le disais, puis je vais le redire encore, elles sont tellement importantes pour notre région en particulier. L'importance de développer un fonds d'urgence pour l'itinérance afin d'aider les organismes comme, entre autres, la Piole de Val-d'Or et l'accueil d'Amos également. Puis Amos, mais c'est un bel exemple parce que l'organisme va réduire ses heures de service d'urgence en raison d'un manque de personnel. L'itinérance, on pense que ça n'existe pas chez nous. On pense que l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec est exempt de l'itinérance, mais non, il ne faut pas penser ça du tout. Alors, de développer un fonds d'urgence, ça devient essentiel. Je vous laisse aller sur ça, M. Lemire. Bien, effectivement, force est de constater qu'en raison notamment de l'inflation, des impacts de la COVID et autres, le coût de la vie fait très mal. Le panier d'épicerie, ça touche directement les gens et les demandes de services, particulièrement au niveau de l'itinérance, dans les différents organismes de la région qui vont accueillir en première ligne ces gens-là, sont de l'ordre de 4 à 5 fois plus élevés qu'à pareille date, si on veut, il y a 2 ans. Donc, il y a une urgence d'aide, il y a une urgence d'agir. Notre milieu communautaire a été peut-être trop négligé pendant longtemps, particulièrement dans les services, mais ils offrent un service d'une grande qualité qui est essentiel. C'est eux qui sont en première ligne et qui viennent aider les gens qui sont le plus dans le besoin. C'est évidemment des ressources de nuit, ça peut être des ressources de jour, ça peut être le panier, une aide pour un panier alimentaire et autres. On peut penser effectivement aux 2 exemples qu'on a donnés. On peut penser à la Maison Saint-André, on peut penser aussi à la Maison du Soleil Levant du côté de Rouyn-Noranda, où effectivement le Centre Bernard-Hamel et autres. Les organismes communautaires jouent un rôle absolument essentiel. Il faut être capable de pouvoir donner un coup de main dans ces moments où les gens sont les plus vulnérables. Dans la lutte à l'itinérance, bon, on se le cachera pas, effectivement, les statistiques augmentent de façon importante dans la région. C'est vrai ici, c'est vrai dans toutes les régions du Québec et ailleurs. C'est plus juste un enjeu de grande métropole. Il faut être capable, il y a un enjeu de dignité humaine, d'agir là où ils sont les besoins. Donc, merci au milieu communautaire d'offrir ces services-là, mais on comprend que les ressources sont déjà à la limite de ce qu'elles peuvent offrir. Elles veulent en offrir davantage. Il faut que les gouvernements répondent présents de ce côté-là. Cette semaine, Québec venait faire des annonces en région. Oui. Au moment où on fait le tournage, est-ce que ça va porter les fruits? En même temps, c'est des annonces qui se veulent être temporaires. Il faudra peut-être réfléchir à une stratégie à long terme pour pouvoir aider ces gens-là. Parce que moi, une donnée qui me choque que j'ai entendue dans une activité, pas dans une activité, mais dans une journée de réflexion quand mon collègue Denis Trudel était venu sur l'enjeu justement du logement et de l'itinérance. Denis Trudel, notre porte-parole en logement. Et on avait eu un témoignage des Marginales notamment qui nous dit il y a des femmes qu'on a sorties de la rue il y a 10 ans et qu'ils reviennent à nos services. Et donc, c'est le climat dans lequel on est actuellement. Et tous les enjeux que ça a sur la santé mentale des gens, la santé physique, l'intégrité, évidemment les enfants, la capacité d'être bien disposés pour aller à l'école et autres. Beaucoup de gens sont obligés d'avoir un 2e emploi actuellement. La situation fait mal à beaucoup de gens. Il faut être capable d'agir concrètement. L'itinérance, avoir des ressources d'aide, mais moi je pense aussi au logement. Il faut être capable d'agir de ce côté-là. C'est mon autre question aussi, c'est que d'autres mesures pour lutter contre la pénurie de logements. Ça, là,
ça devient urgent. Tout simplement, ça devient urgent parce qu'on a beau dire, ouais, mais il y a tel itinéraire. Bon, il y en a à Val-d'Or, il y en a à La Sarre, il y en a à Amos. Ils sont dans la rue, oui, mais ils n'ont pas de place à se loger. Puis les seules places qu'ils pourraient avoir, les prix sont inabordables, tout simplement. Fait que ça, c'est un problème majeur. Et la construction de logements coûte très cher en ce moment. On évalue des projets, même communautaires, environ 400 000 $ la porte. On peut diviser ça sur une trentaine d'années amorties, sur 12 mois. Ça revient quand même trop cher pour la capacité de payer des gens. Plus de 1 000 $, 1 200, 1 500 $. Ajoute à ça des coûts d'assurance, puis même de surassurance. Est-ce qu'on est trop assuré dans la vie? La question se pose parce qu'à chaque fois, la facture est refilée à des gens. Les normes de mise à niveau sur un peu tout. Aussi, est-ce qu'on est quand même, nos priorités sont encore aux bonnes places quand l'enjeu fondamental de sont à base de la pyramide de Maslow, de mettre un toit sur la tête des gens devient quelque chose de très, très difficile. Donc, on propose évidemment quelques mesures, notamment, est-ce qu'on peut permettre à des groupes communautaires ou des villes ou autres, en tout cas des regroupements, de pouvoir aller acheter un parc d'immeubles locatifs pour pouvoir donner accès à des gens qui en ont, parmi ceux qui en ont le plus besoin. C'est une piste de solution qui est mise de l'avant. Évidemment, favoriser la construction de logements abordables, de logements sociaux, en rendant des fonds disponibles. Ça fait 30 ans que le fédéral s'est désengagé dans la construction de logements sociaux et abordables. Puis je rajouterais, tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre, de la pénurie de logements, comme la pénurie de main-d'œuvre, ça fait 15 ans qu'on la vit en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait 15 ans que des gens lèvent le drapeau pour dire, nous, là, ça nous frappe. Là, ça frappe partout ailleurs au Québec, partout ailleurs au Canada. On ne voit pas de solution immédiate par personne. Oui. Et j'entends le gouvernement en particulier, on ne trouve pas de solution. Pourtant, il doit en avoir des solutions. Le gouvernement a fait un petit pas que je saluais d'ailleurs avec le projet de loi C-56 de proposer qu'on enlève la TPS sur la construction de logements locatifs. C'est un bon pas, comme il avait proposé dans le même projet de loi d'agir sur la loi sur la concurrence pour pouvoir faire en sorte de jouer contre le gros monopole des grandes chaînes d'épicerie là, et faire en sorte que actuellement, ben, eux se prennent des marges. Des grandes marges de profit. Puis ça, ben, si les producteurs font plus d'argent, ils sont sur le bord de la faillite pour plusieurs. En tout cas, la rentabilité est affectée. Les transformateurs aussi agroalimentaires ont des situations plus précaires. Puis le consommateur paye 2 fois plus cher. Entre les deux, celui qui distribue prend une marge qui est peut-être absolument irréaliste dans le contexte actuel et sur lequel il faut agir. Mais ce projet de loi-là, il est, permettez-moi l'expression, il est installé à la Chambre des communes. Pourquoi les conservateurs ont décidé qu'ils n'en voulaient pas? Mais ça a un impact sur les gens. Puis nous, on veut supporter ce projet de loi-là, mais dans l'ensemble, il n'avance pas à la Chambre des communes parce que les conservateurs ont décidé de faire de l'obstruction. Dans la mise à jour économique, je vois ici que le Bloc demande la hausse des taux d'intérêt est un frein important actuellement et Ottawa doit octroyer des prêts sans intérêt ou à faible taux. Ça ne sera pas facile à établir. Bien, dans le contexte, je vous donne celui du compte d'urgence. On a eu des prêts dans le contexte de la pandémie pour nos entreprises. C'est un montant de 40 000 $ qui était prêté ou de 60 000 $ parce que la pandémie a avancé, dans lequel le 3/4 était pardonnable. Donc, on pouvait avoir sous forme de subvention, on rembourse le premier 30 000, le dernier 10 000 est remboursable, ou sinon, on empruntait 60 000, on rembourse 40 000, puis le 20 000 $ devient comme un peu une forme de subvention. Voilà. Le problème avec ça, c'est qu'à peu près 80% des entreprises n'ont pas commencé à le rembourser. Dans certains cas, ils ont un bas de laine, ont mis de côté, puis ils vont être capables de le faire, attendre un peu à la dernière minute, puis ça devient un fonds d'investissement. Mais ces entreprises-là sont plutôt rares. La réalité, c'est que plusieurs entreprises, tant du secteur touristique, de l'hébergement, les entreprises saisonnières, beaucoup de nos entreprises agricoles aussi, ont l'élément qu'ils n'ont pas ce moyen-là de pouvoir investir. Pourquoi? Parce que à la suite de la COVID, ben, il y a eu plusieurs défis. La hausse des taux d'intérêt en est, l'augmentation des intrants, le coût de carburant et autres. Et là, le gouvernement a décidé, oui, après un premier report, mais là, de dire, bon, on va en permettre un autre. Au lieu de rembourser le 31 décembre, on va permettre le 18 janvier. Ben, c'est pas en 18 jours quand tu rembourses ta carte de crédit de Noël que tu es capable de... Ça ne changera rien du tout. Donc, nous, on a pris un peu la position en lien avec les données de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Donc, les gens qui sont sur première ligne, la plupart de nos PME ont des besoins de reporter au moins la saison estivale où ce qu'on fait les revenus majoritairement, reporter d'un an la capacité de rembourser. Parce que là, ce que le gouvernement demande,
veut avoir son argent. Et ça, on est tous d'accord, c'est notre argent. C'est des dizaines de milliards de dollars qui ont été prêtés, doivent revenir dans les coffres. À sa défense, aussi, le gouvernement, quand il a fait cet emprunt-là, c'était à peu près à 0% d'intérêt, là. Là, actuellement, si une entreprise nous veut rembourser, elle n'a pas les moyens de le faire, ben, le gouvernement leur dit, entendez-vous avec une banque. Fait qu'à quoi? 10, 15, 20% d'intérêt pour aller chercher ce 30 000-là pour pouvoir rembourser le gouvernement? Le gouvernement a la capacité d'attendre. En ce moment, on ne dit pas qu'elle ne doit pas recevoir son argent. C'est notre argent, elle doit recevoir l'argent. Est-ce qu'on peut être juste un peu plus souple dans les moyens, puis surtout donner des moyens d'entente de paiement? Est-ce qu'on peut donner 1 an de plus? Ben moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, puis on milite pour ça, puis avec ma collègue Nathalie Sinclair-Desgagnés, on a posé beaucoup de questions en chambre, j'en ai posé, pour pouvoir amener le gouvernement à donner plus de flexibilité de ce côté-là. Puis comme je dis, des ententes de paiement. Si des fois les entreprises qui ont besoin, c'est d'étaler des paiements, est-ce qu'on peut le faire? On le fait pour les impôts des particuliers, pourquoi qu'on pourrait pas le faire pour nos entreprises? Ça prend une ligne de communication, mais ça prend une flexibilité, parce qu'ultimement, si 80% des entreprises n'ont pas commencé à rembourser, puis plusieurs pensent déclarer faillite dans le contexte, mais si on se met à avoir des faillites massives, puis là, ben, on s'entend, là, c'est un effet de chaîne. Là. Si un fournisseur peut pas rembourser un autre fournisseur, ben c'est tout un écosystème. Là. Lui, pas d'argent, donc ça va faire en sorte que ça peut créer vraiment quelque chose de très dramatique dans le tissu social. 60% des PME qui ont fait faillite dans la dernière année au Canada est au Québec parce que c'est notre tissu économique. Voilà, le PME, il faut être capable d'offrir cette flexibilité-là pour s'assurer de ne pas créer un effet domino, et ça, le gouvernement fédéral peut agir. Et un autre point qui vous tient beaucoup à cœur, et je parle du Bloc, à cela s'ajoute la demande de hausser la pension de la sécurité d'IAS pour tous les aînés qui sont admissibles en éliminant la discrimination de ceux entre 65 et 74 ans. Un jour prochain, j'espère, cette fameuse marge-là entre 65 et 74, ça veut dire quoi? T'as pas 74 ans, t'auras pas de bonbons. C'est ça, exactement. Ouais. T'as 74 ans. Il faut que tu ailles 75 ans. Pourquoi les 65 à 74 ans? Moi, ça, je ne l'ai jamais compris. Puis je vous ai posé la question déjà, puis je vous la repose. Ça va-tu un jour enlever la discrimination entre les pensions de sécurité de vieillesse à 65 ans versus 74 ans? Aller jusqu'à 74 ans. Gabi, c'est un sujet, je pense, qu'on a abordé probablement à chacune des entrevues qu'on a faites. Puis là, actuellement, tu tiens le décompte, ça doit faire au moins une dizaine, c'est pas un peu plus. Un peu plus 15. Je vise pas rattraper nécessairement François Gendron, mais quand même, on en a fait plusieurs. C'est bien celui-là des aînés, du revenu des aînés. Moi, j'ai voté contre 3 budgets du gouvernement fédéral parce qu'il n'y avait pas de budget, des sommes supplémentaires aux aînés et en santé qui vont offrir évidemment des soutiens aux aînés, des systèmes des services de santé, particulièrement de proximité dans les milieux ruraux. On ignore nos aînés du côté fédéral. Le Bloc québécois, même par l'entreprise de ma collègue Andréane Larouche, a déposé un projet de loi qui a été adopté en 2e lecture récemment parce que l'opposition s'est unie. Les conservateurs, le NPD, a voté avec le Bloc contre le gouvernement libéral qui visait une chose, abolir cette discrimination-là des 65 à 74 ans, d'amener un revenu supplémentaire aux aînés, puis de faire un pas concret là, pour augmenter le revenu de la sécurité de la vieillesse. Ben, Colin, les libéraux s'y sont opposés, mais on revient encore à la charge. On va être entêté puis tenace parce qu'il y a un enjeu de dignité qui touche nos personnes âgées qui n'ont pas nécessairement la capacité d'aller chercher un deuxième revenu puis de pouvoir prendre des bonnes habitudes de vieillir durant la retraite, ben c'est essentiel, puis ça va faire en sorte que la qualité de vie va être meilleure. Puis là, dans le contexte, on parle peut-être même plus de qualité de vie, on parle de survie dans un contexte où, on le redit, l'augmentation du panier d'épicerie, du coût de logement et tout, ben ça touche également les personnes âgées. Le maintien à domicile est quelque chose de plus en plus précaire. Il faut agir massivement et c'est ce qu'on revendique. Parce que je lisais, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, et j'ai resté tellement surpris qu'un article qui disait que les personnes âgées, même de 73, 74, 75, même 82 ans, font des faillites. Mm-hmm. C'est terrible, ça, là. C'est affreux. À 80 ans, tu es obligé de faire faillite. Et dans une société riche comme la nôtre. Et il y a même des données qu'on est allé chercher comparatives et on se rend compte que la situation des aînés, là, on est à peu près le 32e pays de l'OCDE pour la qualité de vie et les revenus de nos aînés.
on est un pays du G7, on est un pays riche, mais non, 32e pays de l'OCDE sur la capacité de revenus. Donc, il faut agir. Il y a un rattrapage majeur de ce côté-là. Puis le fédéral, comme s'il se disait, ces gens-là sont pas importants, on laisse tomber. Et ça, moi, j'accepte pas ça. On poursuit la bataille, puis c'est un sujet dont j'ai l'impression qu'on va se reparler encore, Gabi, la prochaine. Notre prochaine entrevue, je pense qu'on va en reparler encore fort probablement. Si vous voulez. Non, mais tout à fait, parce que moi, j'ai fait des consultations. Oui. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On en a fait 6. Je veux en compléter une dizaine, puis après ça, pousser des revendications qui vont toucher la qualité de vie des aînés, les services en région, leurs revenus, des solutions alternatives. Moi, je veux que les gouvernements aussi réfléchissent sur comment on traite nos aînés, puis c'est le moyen local que j'ai trouvé. Donc, probablement au mois de janvier ou février, en tout cas, on souhaite faire atterrir ça. Oui, puis on va sûrement... ça va être dans les sujets des discussions ici à cette table-là, M. Lemire. Et une dernière demande du Bloc qui est création d'un fonds d'urgence de 50 millions pour aider les médias régionaux et nationaux à traverser la crise actuelle. Les médias régionaux, il ne faut pas que ça parte. Absolument. Il ne faut pas, tout simplement, parce que là, on en voit des stations qui ferment. On voit des journaux régionaux qui sont obligés de fermer. Mais on va aller chercher l'information où pour les gens? Tout à fait. Les prochains 2 ans sont extrêmement critiques. Déjà en région, on a vu plusieurs coupures de personnel, de journalistes. Le citoyen n'est plus ce qu'il était comme journal papier. Encore cet été, il y a eu une coupure chez Énergie de poste. Ils ont rendu un seul journaliste pour couvrir la région. RNC avait déjà procédé à des coupures. Ils font pas partie, il n'y a pas eu de coupure en Abitibi-Témiscamingue des 547 postes chez TVA. Pourquoi? Parce que c'est RNC qui occupe, qui fait les bulletins de nouvelles dans la région, mais qui a déjà vécu leur compression. Nos médias sont en crise. Pourquoi? Parce que les revenus sont plus nécessairement donnés aux médias d'information comme publicité, puis avec ces publicités-là, on finance des postes de journalistes. Ça s'en va notamment sur les médias sociaux, parce que c'est par là qu'on va rejoindre les gens, ou par le web. Sauf que ces compagnies-là, comme Facebook, comme Google ou Meta, je devrais dire pour Facebook, vont prendre les revenus, s'en vont aux États-Unis, des milliardaires, etc., et refusent de payer leur part. On estime avec ces 18 qu'on ferait 200 millions à peu près de revenus par année. On est capable de réalimenter notre réseau d'écosystèmes médiatiques, de journaux à la fois, ou de médias locaux et régionaux, mais aussi nationaux, avec ce 200 millions-là. Donc, l'équivalent de 3 mois, 50 millions, peux-tu le donner en urgence? Faire des sommets, un état généraux sur la question de nos médias, s'assurer qu'on comprenne que tout notre développement régional, notre capacité de se discuter entre voisins, puis d'avoir l'impact sur ce qui se passe autour, les bonnes nouvelles de nos communautés comme les moins bonnes, de rendre nos politiciens imputables aussi, ça passe par nos médias locaux, et pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui est menacé en ce moment. Moi, je prends beaucoup de temps dans mes semaines pour pouvoir rendre acte de ce que je fais dans des médias locaux. L'exemple de ce qu'on fait ici en est un bel exemple, mais le gouvernement doit agir rapidement pour sauver ça, parce que là c'est très, très, très précaire, et moi, ça me fait peur sur l'état de notre démocratie si on perd nos médias locaux, particulièrement dans les endroits... Il ne faut pas perdre ça, là. Si c'est pas toi, maintenant, qui fait des nouvelles d'Abitibi-Ouest, puis qui va en profondeur dans ce qui se passe en Abitibi-Ouest? Gabi, t'es peut-être un des derniers à le faire, sinon de temps en temps, une caméra de TVA qui va venir, de temps en temps, un reportage de Radio-Canada. Oui, puis qui dure peut-être une minute. Mais c'est plus... non, l'Abitibi-Ouest est un excellent exemple de parents pauvres, des informations, en tout cas, qui risquent de se créer par le définancement des médias. Puis même au contraire, on doit donner un nouveau souffle à ça. Voilà. Moi, je m'inscris là-dedans, et je souhaite qu'on agisse rapidement. Là. Et généreusement. Là. Monsieur Sébastien, vous allez me donner peut-être une minute, parce que j'ai de quoi à vous lire, parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais que vous expliquiez. Le gros titre se dit « Trudeau et Blanchette, une alliance qui appauvrit les Québécois ». Ça, là, j'ai lu ça, puis si vous me permettez, je vais le lire. Ça va prendre à peu près une minute, mais c'est important que vous nous l'expliquiez. Pour comble, Trudeau a introduit une deuxième taxe carbone, laquelle fera augmenter le prix de l'essence de 17 cents le litre. Or, en raison des répercussions de cette taxe sur le prix de tous les biens que nous consommons, le coût de la vie ne pourra qu'augmenter et davantage de familles seront jetées à la rue. Quant au Bloc québécois, c'est votre parti, pourtant censé défendre nos intérêts, il est accoquiné avec les libéraux.
non seulement il approuve cette taxe, mais il la juge insuffisante et demande qu'elle soit augmentée. Bien que cette taxe ne s'applique pas au Québec, et quoi qu'en dise le Bloc, elle a néanmoins un impact, quoique minime, sur l'inflation, ce qui représente rien de bon pour les Québécois dans le contexte actuel. Et lorsque le Parti conservateur a eu l'intelligence de proposer 2 motions pour s'opposer à cette taxe, le Bloc a voté contre. Avez-vous voté contre, vous? Tout à fait. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Regardez, moi, le mot qui est intéressant, c'est impact minime. Oh oui, mais quand même, c'est quand même un impact qui va faire augmenter nos dépenses. Moi, il y a plusieurs choses qui sont à nommer là-dedans. Quand on parle de désinformation, celle-là, cette campagne-là des conservateurs, elle est particulièrement violente. Là. Okay. Dans le contexte, est-ce que c'est une journaliste qui a écrit ça? Non, c'est une chroniqueuse. On n'est pas dans une information. D'ailleurs, je vais le dire, c'est du 20 octobre dernier, Journal de Montréal, Nathalie El-Grabi, c'est une chroniqueuse parlementaire. Et il y en a d'autres qui sont spinés, évidemment, par les conservateurs, puis qui embarquent dans cette lutte, cette désinformation-là, carrément. Le Bloc québécois est un ennemi pour les conservateurs pour qu'ils deviennent un gouvernement majoritaire. Oui. Ils le savent. Fait que c'est sur quoi qu'ils essayent de nous dire. Trudeau est impopulaire, on essaie d'associer le Bloc à Trudeau. C'est une façon de faire de la politique qui leur appartient. Et là, on le fait sur quoi? On le fait, eux, qu'est-ce qui est important pour les conservateurs? Qui est leur donateur? Ben, c'est les compagnies pétrolières qui engagent 200 milliards de déficit. Qu'est-ce qu'eux autres ne veulent pas? Évidemment, c'est de lutter là-dessus. D'ailleurs, dans nos revendications, on a aussi mettre fin aux subventions des entreprises pétrolières là, qui ont fait, on parle là de l'ordre de 89 millions encore en milliards d'ici 2035 pour décarboniser le pétrole. Du pétrole vert, ça n'existe pas. Et là, quand on parle de la taxe carbone, nous, au Québec, on a fait des choix. On a fait des choix dans les plafonnements et la redistribution au niveau de la lutte au changement climatique. Donc, notamment, est-ce qu'on peut encourager une entreprise qui investit dans le verdissement puis qui va améliorer ses procédés? Est-ce qu'elle peut être récompensée? Puis quelqu'un qui pollue, ben, on va taxer la pollution. Fait que comme ça, on va le décourager à la pollution, puis il s'est développé un marché du carbone, la bourse du carbone, dans lequel cet équilibre se fait et qui fonctionne, puis même qu'il y a une entente avec la Californie pour pouvoir amener des revenus au Québec, parce que nous, notre énergie, elle est propre, notamment basée sur l'hydroélectricité. On a la chance d'être une des sociétés les plus vertes au monde. Donc, est-ce qu'on peut tirer des revenus de ça par le plafonnement et le transfert des revenus qui sont liés à ça? Ça, c'est ce qu'on croit au Québec et sur quoi qu'on a misé. La taxe carbone, ça c'est dans les autres provinces du Canada, oui, là où il n'y a pas la bourse du carbone. Oui. Donc la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Est-ce qu'elle va avoir un impact minime, comme a dit la chroniqueuse? Peut-être, parce qu'effectivement, peut-être, oui. Un camion qui va partir de Toronto pour amener une épicerie, effectivement, en Abitibi-Ouest, ben, va dépenser du gaz qui va passer à la pompe en Ontario. Ça, c'est l'impact réel des choses. Est-ce que ça a un impact si majeur que ça? Non, il y a beaucoup d'autres choses qui ont des impacts. Par contre, ne pas agir sur l'environnement, ne pas agir sur le coût des choses nous coûte beaucoup plus cher. Je prends l'exemple, l'impact du pétrole et de l'industrie pétrolière sur nos coûts de santé, sur tous les effets de l'asthme, du smog et autres, ça coûte beaucoup plus cher à la société. Ça nous coûte beaucoup plus cher dans notre portefeuille que ce que va coûter comme impact peut-être de 7, 8 cents, 9 cents la taxe carbone ultimement. Et là, on nous accuse que c'est de l'ordre de 20 cents. Moi, je suis d'un autre univers. Est-ce qu'on peut miser sur l'électrification des transports? Est-ce qu'on peut miser sur investir là où ce que ça va faire du bien dans le portefeuille des Québécois, puis faire une véritable transition, stimuler l'économie autrement que par un pétrole qui est dépassé et qui met le Canada dans une position de cancre et qui, là, on a une désinformation totale. Le Bloc maintient sa position. Et moi, je pense qu'il faut aller dans une toute autre direction, effectivement. Quand on parle, est-ce qu'on doit taxer la pollution? Est-ce qu'on doit taxer les pollueurs? Ben, moi, je suis pas contre ça dans la vie, là. Il y a des gens qui profitent du système en pouvant envoyer les conséquences, les gaz à effet de serre un peu partout. Est-ce qu'ils doivent payer le prix de ça? Absolument. Monsieur Lemire, Puis les conservateurs jouent un jeu absolument dangereux là-dessus. Là. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et ça coûte cher, là. Le coût de santé, les impacts économiques et tout d'une économie du 20e siècle à maintenir en poste subventionné par des lobbies, c'est de ça qu'il est question. Puis cette chroniqueuse-là, pas une journaliste, chroniqueuse, tombe dans le panneau. Oui, là. Là, j'ai intitulé
coq à l'âne, mais le temps passe excessivement vite. Lettre rouge des producteurs agricoles en Abitibi-Ouest. Oui. On n'avait pas eu le temps d'en parler la dernière fois. Non, c'est ça, exactement. Moi, je veux souligner le leadership, particulièrement de ces 4 producteurs agricoles-là, qui se rendent compte qu'il y a des défis en région, particulièrement en Abitibi-Ouest. On a vécu la sécheresse. Les programmes sont pas toujours bien adaptés, particulièrement les programmes agricoles, les programmes qui visent à pouvoir amener une assurance si jamais les choses n'ont pas été comme ils le souhaitaient au niveau climatique, que ce soit au niveau de la sécheresse, ça peut être au niveau d'un gel hivernal ou autre. Dans le contexte, il y a une aide qui est demandée. Québec a agi de façon à répondre à certains besoins dans les médias, mais il y a d'autres actions qui ont à être posées. Moi, j'ai sensibilisé le ministre de l'Agriculture là-dessus, sur cette réalité-là dans un premier temps, mais il y a une rencontre qui a été organisée pour s'assurer que les choses vont bouger en Abitibi-Témiscamingue pour l'agriculture, puis particulièrement pour nos producteurs agricoles qui vivent déjà les défis de la détresse, de l'augmentation des prix du carburant, de l'augmentation des intrants et autres. Il faut que les choses changent. Oui, les gouvernements ont la responsabilité d'offrir des programmes qui vont fonctionner, pas une loterie, qui vont fonctionner réellement en fonction des données météo de notre région, qui est différente de celle du reste du Québec, qui est différente d'ailleurs. Exactement. Il faut être capable d'agir. Puis ça, ben, il y a d'autres actions qui s'en viennent là, prochainement. On va parler de vos petits frères à Québec, si vous me permettez, M. Lemire, vos petits frères du Parti québécois. Oui. On peut en parler. Le budget de l'an 1 proposé par Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est sûr que M. Legault est mal placé pour en parler. En tout cas, ça, on pourrait... on peut le nommer, François Legault, quand il était c'est lui qui l'a fait le premier. Avait fait le premier 2015. Budget de l'an 1. Oui, c'est ça. 2005? 2005, excusez. C'est vrai que ça passe vite. Hein? Oui, exactement. Fait que, puis, ils l'ont pris, ce budget-là, puis ils l'ont représenté là. Fait que, il y avait placé, mais disons, qu'une petite mise à jour. Ce que l'ascension du Parti québécois, ça a commencé avec Jean Talon, on a délaissé le 3e lien. On pourrait en parler, mais je ne veux pas revenir sur ça. On en a assez parlé. Mais ce qui accroche énormément, un référendum, peu importe l'appui à la souveraineté. Ça, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit, en 2026, si on est élu comme gouvernement au Québec, l'indépendance se ferait essentiellement à coup nul. Dès 2027, celle-là, il faudrait qu'il me l'explique, par exemple. Référendum, peu importe le niveau d'appui à la souveraineté. Ben, c'est de l'audace. Jusqu'à maintenant, c'est l'audace de Paul Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut appeler ça fantasme? Ben, moi, pas mon sens. Il y a des choses qui changent. Hein. D'abord, juste rappeler, Mackenzie avait engagé le gouvernement du Canada, puis il n'y a personne qui a démenti ça. 100 millions de Canadiens d'ici 2100. Est-ce qu'on a les moyens de bien intégrer ces gens-là? Est-ce qu'on a les moyens de les loger dignement? La réponse, elle est non. Est-ce qu'au Québec, on doit s'imposer? Suite à ça, nous autres, ce qu'on dit, est-ce qu'on s'écrase comme Québécois? Est-ce qu'on se fait assimiler comme francophone ou on fait l'indépendance? Mais de plus en plus de gens disent oui, on va faire l'indépendance. Oui. Il va y avoir une contestation de la loi. Oui, mais il reste 21. Une minute. Moi, ce que je veux vous entendre, là, principalement sur ça, c'est peu importe le niveau d'appui à la souveraineté, il est encore à 35 Ça fait 20 ans qu'on n'a pas il va être à 35 encore de nombreuses années. Ils sont maintenant à quoi? Environ 30 des sondages. Mais ça fait à peu près 20 ans, 25 ans. Moi, depuis que je suis en politique, je l'ai vécu au début, on a pu faire la pédagogie de l'indépendance. Il faut aller voir les gens puis leur mentionner. Puis je pense qu'aujourd'hui, les gens portent un regard nouveau sur l'indépendance. La génération des baby boomers a le goût d'y croire une dernière fois. C'est tout le temps. Puis là, je suis pas supposé de défoncer. Fait que là, merci infiniment. On va se revoir certainement en 2024. Merci de votre présence à cette émission. Merci, Gabi. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.